Oui, alors je viens essayer de vous raconter ici comment le mouvement féministe a géré la période 2004-2005 avec la loi contre les signes ostensibles en ligne de mire. Je ne reviendrai pas sur l'affaire de Creil en 1989. Le collectif national pour les droits des femmes n'existait pas. Il s'est créé en 1996. Alors, le collectif national pour les droits des femmes, il faut quand même que je vous dise ce que c'est. Il est né après novembre-décembre 1995 et notamment la grande manifestation du 25 novembre 1995, c'était pas sur les violences à l'époque, c'était juste après l'élection de Chirac, après que Jacques Toubon, qui est devenu défenseur des droits progressiste. À l'époque, il était très, très réac. Et quand Chirac a été élu en 1995, Jacques Toubon n'avait rien trouvé de mieux que de vouloir amnistier les commandants anti-avortement. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a eu une réaction immédiate, on a réussi à gagner et après on a décidé, comme il y avait une bonne dynamique de lutte, de faire une manif le 25 novembre 1995 qui s'est trouvée au miracle être à l'orée du mouvement social du 25 novembre 1995 puisque le mouvement social a commencé le 24 avec la grève de la fonction publique. Vous vous souvenez du mouvement social de novembre 1995? La France était totalement paralysée. Bon, j'insiste pas là-dessus parce que sinon je vais perdre beaucoup de temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le collectif national pour les droits des femmes est une structure qui, à l'époque, structurait, excusez-moi de la redondance, le mouvement féministe. Il y avait dedans, je parle à l'imparfait parce que après MeToo, il y a une recomposition du mouvement féministe et je pense que notre rôle est relativisé. C'est un peu normal quand il y a des jeunes qui viennent au combat, que les structures anciennes soient relativisées. Bon, à l'époque, ce n'était pas le cas. On structurait le mouvement féministe. Il y avait dedans des associations féministes, des associations généralistes, telles que la LDH, des partis de gauche et d'extrême gauche, comme on disait à l'époque, et des syndicats. Donc, vous voyez que ça recouvrait une sphère relativement large. Et donc, on a été complètement confronté à un problème, et Françoise le développera plus que moi, qui était complètement nouveau pour le mouvement féministe. Et la discussion par rapport à la loi qui était en préparation a divisé tout le mouvement féministe. Tout le mouvement féministe. Il faut rappeler le contexte qui était un petit peu incandescent à l'époque. On a le 11 septembre 2001 qui occasionne une surenchère totalement sécuritaire partout dans le monde. Il y a la décennie sanglante en Algérie où les femmes qui ne portaient pas le voile étaient menacées par les intégristes. C'est de 1991 à 2002. Et beaucoup de ces femmes étaient réfugiées en France. Il y avait beaucoup de féministes qu'on retrouvait au sein du collectif national pour les droits des femmes. Il y a la guerre en Irak en mars 2003 contre le terrorisme en Irak et le pays est accusé, on sait que c'était faux, de détenir des armes de destruction massive. Il y a l'élection de 2002 avec Jean-Marie Le Pen au second tour. Il y a Soham Benziane qui est brûlé vive par un jeune dans sa cité de région parisienne, je crois que c'est à Vitry ou Ivry, en octobre 2002. Et la marche des femmes pour l'égalité contre les ghettos, organisée par Ni Pute Ni Soumise, qui arrive à Paris le 8 mars 2003. 2003. Et à noter aussi, je crois que personne ne l'a dit, mais c'est quelque chose d'important, un mouvement très massif dans l'éducation nationale en 2003 contre la décentralisation subie. Moi, je me rappelle, j'étais personnel, en tant que conseillère d'orientation psychologue, j'étais personnel décentralisable. J'ai dû faire grève 4 mois, je crois. Et il y a eu donc une mobilisation très forte dans l'éducation nationale, donc dans l'école, suivie d'une mobilisation qui a perdu malheureusement contre la réforme des retraites, dont les enseignants et les enseignantes ont été le fer de lance. Je crois que ce n'est pas anodin que, comme par hasard, dans ce contexte, ressurgit les affaires de voile avec en octobre 2003 l'exclusion de 2 jeunes filles voilées du lycée Henri Vallon à Aubervilliers.
Et un collectif se crée pour soutenir ces deux jeunes filles, une école pour toutes et tous. Alors, le défi qui se posait à nous en tant que féministes était comment concilier deux luttes également importantes, la lutte pour les droits des femmes et la lutte contre le racisme. Et qu'aucune n'était prioritaire par rapport à l'autre, c'est toujours deux luttes fondamentales. C'est toujours, je pense, le défi qui nous est posé. Alors maintenant, effectivement, je vais reprendre ce qu'a dit Hélène, mais peut-être dans l'autre sens, un peu l'analyse que nous avions fait au Collectif national pour les droits des femmes, où vous l'imaginez bien, on a eu des discussions à n'en plus finir, ce qu'on a dit par rapport au voile. Et donc, c'était une discussion nouvelle. Hein. J'insiste là-dessus. On n'avait jamais, dans les années 70, été percuté par les histoires de religion. On a parlé de sécularisation hier. On était en plein dedans. Alors, on disait que les trois religions monothéistes, mais Hélène l'a dit, sont profondément misogynes et que cela s'est manifesté beaucoup de fois dans l'histoire. Et que pour ces religions, il faut contrôler le corps des femmes, qu'elles soient à la disposition pour les relations sexuelles dans les trois religions et pour faire des enfants. Chacune de ces religions impose aux femmes des façons de se vêtir. Dans ce contexte-là, disions-nous, comment interpréter le port du voile comme autre chose qu'un instrument de discrimination, puisqu'il ne s'adresse qu'à un seul sexe, ou genre, dirait-on maintenant. C'est un symbole de ségrégation sociale et sexuelle. Ce n'est pas un vêtement comme un autre. Il a été imposé aux Iraniennes en mars 1979 et elles risquent à l'heure actuelle toujours de la prison si elles refusent de le porter, sans parler des femmes afghanes. Nous connaissions évidemment parfaitement le caractère polysémique du voile. Évidemment que nous en avions discuté. Nous savions qu'il y a des femmes qui le choisissent, qui choisissent de le porter, et d'autres non. Nous savons que pour certaines, c'est une revendication contre le racisme, d'identité, etc. Nous savons que pour d'autres, c'est pour être tranquille dans la cité, par exemple, et pouvoir faire des tas d'autres choses. Donc, le caractère polysémique du voile, évidemment que nous le connaissons. Alors, il faut dire que dans l'année 2003, il y a eu une offensive islamiste dans les banlieues qui choque beaucoup les enseignants et les enseignantes, et qu'il y a donc une multiplication des voiles à l'école. Ces événements qui auraient pu se résorber par la négociation et la discussion deviennent crispés autour de rapports de force. Quel problème se posait à nous en 2004-2005 ? C'était l'organisation des manifestations du 8 mars. Et évidemment, la présence ou non de femmes qui portaient le voile. À ce moment-là, le Collectif national pour les droits des femmes, pour essayer de dresser un peu les choses correctement, fait une tribune dans Libération qui paraît le 27 janvier 2004. Et c'est Libération qui a trouvé le titre « Contre le racisme et pour les femmes ». Je vous dis en substance ce que disait cette tribune. Nous dénoncions les contrôles policiers contre les jeunes des banlieues et l'amalgame qui pouvait être fait en les traitant de terroristes. Alors je vais très très vite, on en a parlé, mais ça aboutissait à ça. On indiquait aussi que la multiplicité des signes religieux à l'école de toute religion ne ferait qu'attiser les divisions et les sectarismes, qu'il faudrait supprimer les aumôneries, les subventions publiques aux établissements privés, et que le sens du voile, j'ai déjà dit, était le même dans les trois religions monothéistes, je ne reviens plus là-dessus. Et qu'on avait milité, qu'on militait toujours pour la libre disposition de notre corps, pour l'avortement, la contraception, etc., etc. Et qu'on devait, dans la conclusion, disions-nous, malgré nos divergences, retrouver le chemin de l'unité et se battre contre la pauvreté qui touche avant tout les jeunes et les femmes seules avec les enfants. Les réunions préparatoires que nous tenions à la Bourse du Travail, maintenant c'est par Zoom, c'est beaucoup moins drôle, les réunions préparatoires que nous tenions à la Bourse du Travail rue du Château d'Eau à Paris étaient très très tendues. En fait, qu'à l'époque, il y avait trois positions dans le mouvement féministe. La première était complètement radicale. C'était que l'intégrisme musulman
est l'ennemi principal. Et on retrouvait dans cette position beaucoup de femmes qui étaient réfugiées contre l'intégrisme, qui étaient réfugiées en France et qui venaient d'Algérie, j'en ai fait mention tout à l'heure. La deuxième position, c'était que les femmes ont droit de faire ce qu'elles veulent. C'était notamment la position, si certains et certaines connaissent le mouvement féministe, d'une grande théoricienne féministe qui s'appelle Christine Delphi, et que les lycéennes d'Aubervilliers étaient des résistantes à l'oppression postcoloniale. Et notre position, vous allez voir qu'elle était très balancée, on était au milieu. Voilà ce qu'on disait. Le port du voile est un instrument de discrimination puisqu'il ne s'adresse qu'à un seul sexe, ce qui doit nous préoccuper. Deuxième élément de notre position, il y a des intégrismes dans les 3 religions monothéistes et la coordination des associations pour le droit à l'avortement, contraception, qui précédait un peu le CNDF, en sait quelque chose, puisqu'elle a été créée pour lutter contre les commandos anti-avortement chrétiens qui se sont manifestés à partir de 1987 devant les cliniques et les hôpitaux qui pratiquaient des avortements, ou carrément pas devant, dedans, qui répondaient au doux nom de la trêve de Dieu, et cette trêve de Dieu qui rentrait dans les cliniques et les hôpitaux, culpabilisait les femmes qui attendaient pour avorter, s'enchaînait au bloc opératoire, dévastait les dossiers, etc., etc., et que donc il fallait noter avec des intégrismes dans les 3 religions et qu'il fallait les combattre dans les 3 religions monothéistes. Nous avons dit aussi que nous ne prendrions pas parti sur la loi, parce que le collectif national pour les droits des femmes, j'ai insisté tout à l'heure, était très divers, avait des positions très diverses, et que si nous prenions parti sur la loi, nous allions exploser, et que nous ne souhaitions vraiment pas ça. Dernière chose qui nous paraissait très important, c'était qu'il n'y avait pas que le voile dans la vie, il y avait aussi la politique économique et sociale du gouvernement, dont les attaques touchaient en priorité les femmes. Et que ça, il ne fallait pas l'oublier dans la préparation du 8 mars. Et je vais le redire quand je parlerai concrètement des tracts d'appel. Alors justement, le tract d'appel au 8 mars, on a tenu ça le 6 mars 2004, en témoigne. Il est signé par 80 associations, syndicats et partis, et qui dénoncent en priorité les attaques antisociales du gouvernement Raffarin, en particulier la réduction de la durée d'indemnisation du chômage, la baisse de l'allocation spécifique de solidarité et la mise en place du prédécesseur du RMI, le RMA, le revenu minimum d'activité. Il insistait, le tract d'appel, sur le fait que ces mesures touchaient principalement les femmes, déjà les plus précarisées, et il appelait à défendre les droits fondamentaux de tout le monde, en particulier des femmes, l'emploi, la protection sociale, la contraception, l'avortement, l'égalité. Le 8 mars 2004, 6 mars donc 2004, il y a eu 2 cortèges séparés au sein d'une même manifestation. Il y avait d'abord le CNDF avec une banderole « Emploi, sexualité, laïcité, mixité, les droits des femmes sont menacés », qui disait donc en substance « le voile est important, mais il n'y a pas que cela ». Puis derrière, séparé avec un trou, il y avait « Ni pute ni soumise », avec le planning familial, qui maintenant a totalement changé d'avis, SOS Racisme et Lutte ouvrière, plus une secrétaire d'État de Chirac, Nicole Gage, et ce cortège-là privilégiait la lutte contre le voile. Plus encore derrière, un cortège de voile, un cortège de femmes qui portaient le voile, protégées par un important service d'ordre. Pour le 8 mars 2005, il y a eu carrément, les divergences ne se sont pas arrangées, il y a eu carrément 2 manifestations séparées. Une le 6 mars, une le 8 mars. Celle du 6 mars était celle menée par Ni pute ni soumise pour un nouveau combat féministe et qui privilégiait la laïcité et la mixité et qui refusait de manifester avec le CNDF parce que, soi-disant, qu'on faisait le jeu de l'UIOF et donc on était aux mains des intégristes musulmans.
On fait une nouvelle tribune dans Libération que je n'ai pas le temps de détailler. Pour la tribune, Libé l'a intitulée « Femmes, la lutte est complexe » et on explique un peu ce qui s'est passé et on explique que le nouveau féminisme qui consiste entre autres à lutter contre les mariages forcés et les excisions, on n'a pas attendu ni pute ni soumise pour mener le combat contre ces exactions. Et le 8 mars 2005, donc, autre manifestation. Le CNDF manifeste avec la Marche mondiale des femmes et avance des revendications contre la précarité, pour les services publics, pour une loi cadre contre les violences, pour que les principes de la laïcité soient respectés, pour une réelle prévention contre le sida, je ne dis pas tout, hein, j'ai choisi, pour un statut autonome pour les femmes migrantes et le droit d'asile pour les femmes persécutées en raison de leur sexe. Dans notre manif, le 8 mars, il y a de nouveau un cortège de femmes qui portent le voile, protégées par un important service d'ordre. Cette séquence qui a maintenant 20 ans a laissé des traces dans le mouvement féministe, vous en doutez bien. Pendant très longtemps, après le 8 mars 2005, on a eu 2 manifestations séparées pour le 8 mars. Il y avait le CNDF d'un côté et le 8 mars pour toutes et tous qui revendiquaient la possibilité de porter le voile, etc., qui a fait des manifs séparés. Après, ça a disparu. Et la position très, très dure contre le voile avait totalement disparu. Alors, quelques mots sur maintenant. Nous avons totalement conscience que tout cela est complètement instrumentalisé par l'extrême droite. Mais complètement. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous ne nous exprimons pas du tout là-dessus parce qu'on pense que le discours serait inaudible, instrumentalisé, trituré dans tous les coins, etc. D'autant plus que l'extrême droite se pointe dans nos manifestations, je pense, et on l'a vu dernièrement pour le 23 novembre, je pense notamment au mouvement Némésis, qui sont des fascistes, qui n'incriminent les violeurs que quand ils ne sont pas français, comme si les violeurs n'étaient pas dans toutes les couches de la population, de toute nationalité, de toute origine, de toute religion et compagnie. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, je tiens à souligner que quand il y a eu la période très très dure l'an dernier de la dissolution et des législatives qui ont eu lieu après, le mouvement féministe a organisé une des 3 manifestations massives qui se sont passées pour lutter contre l'extrême droite. La première a été organisée par les syndicats, la deuxième par le mouvement féministe, pour que les choses soient claires, hein. Et la troisième, c'était la marche des fiertés, mais qui était prévue à l'avance et qui a aussi été massive. Donc voilà, je veux dire comment le problème s'est posé au mouvement féministe en 2004-2005 pour vous montrer que les affaires étaient très très complexes et que ça nous a beaucoup divisés.